Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Choc FM 105.1. Vous écoutez l'émission Racine Franco. Racine Franco, c'est votre émission radio et vidéo. Vous nous suivez également sur notre page YouTube pour faire mieux connaître et partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Et plus simplement, on va aller à la rencontre de différentes personnalités, de différents pays, de différentes origines, de différentes communautés qui nous rassemblent ici en Ontario et en particulier à Toronto. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter et de retrouver en ondes notre ami Christian Martel, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, on va parler de ses racines québécoises que l'on retrouve évidemment beaucoup ici en Ontario et à Toronto en particulier. On va parler de cette communauté précisément avec Christian. Bonjour Christian, ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de te retrouver chez nous sur Choc FM. Est-ce que tu peux peut-être rappeler en deux mots qui tu es, ton parcours et le lien qui nous unit en particulier avec Choc? Bien, je pense que comme beaucoup de Québécois, je suis venu à Toronto pour apprendre l'anglais. Bien que dans le domaine où j'ai étudié, qui est les communications à l'Université Laval, trouver un poste vraiment avec de l'avenir, il fallait être bilingue. Oui. Alors, je m'étais inscrit au collège universitaire Glendon de l'Université York. Et je suis tombé en amour avec la ville et le campus de Glendon. Et on te comprend, il est tellement beau ce campus. Oui. Et je suis arrivé en 1983. Alors, ça fait plus de 40 ans que je suis ici. Je suis québécois d'origine, mais je pense que après toutes ces années, je suis franco-ontarien d'adoption. Mais on n'élimine jamais nos racines. Alors, c'est sûr que quand j'ai l'occasion, je retourne dans ma région d'origine, qui est le lac Saint-Jean, le secteur sud du lac Saint-Jean. Et j'aime bien y retourner à chaque année. Une belle région touristique d'ailleurs dont on parlera certainement un petit peu plus tout à l'heure. Racine du Québec, donc on n'est pas ici dans un pays mais plutôt dans une province du Canada, mais qui est tellement spécifique qu'il était quand même important pour nous de l'inclure dans cette série Racine Franco. Tu n'as pas parlé de ton lien avec Choc FM, alors je vais me permettre de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que tu es un des pères fondateurs de la radio francophone communautaire de Toronto, que tu as milité pendant de nombreuses années pour développer une radio sur le sol torontois en français et que tu en as été un des premiers directeurs également et tu as donc une longue histoire d'implication avec ce média. Oui, j'ai une affection très spéciale pour Choc FM. Et l'affection est retournée. On t'aime beaucoup, Christian. On est toujours ravis de t'avoir avec nous. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui te ramène à tes origines québécoises? Est-ce qu'il y a des éléments de ta culture que tu penses avoir amené avec toi ici en Ontario? Bien sûr, on ne peut pas venir dans une autre province du Canada sans apporter avec nous un peu de nos origines. Alors, les gens de ma région portent le surnom de Bleuets. Alors, il y a une association au Québec de Bleuets qui se retrouve dans toutes sortes de domaines. Et il n'y a pas une association Bleuets ici à Toronto, mais quand je suis arrivé dans les années 80, il y avait un club canadien-français. Alors, si on fait un peu d'histoire, il faut savoir que au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, et moi, je suis une de ces personnes-là.
lorsqu'on a perdu le référendum en 1980 du Parti québécois pour Ouais. que le Québec devienne un propre pays. Ouais, ouais. Alors, c'était la deuxième fois que on perdait et c'était aussi le fait que beaucoup de personnes ont été déçues parce que on sait et lorsqu'on lit les reportages, les anglophones ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire pencher la balance et ça s'est décidé avec un seul point de pourcentage. Ah oui, c'était très proche, hein, quand même. Oui, et c'est sûr que mon père était un partisan du Parti québécois de la première heure. J'ai milité dans le Parti québécois aussi à cette époque-là. Et vraiment, ça a été une grosse défaite. Et quand je suis arrivé ici, bien, c'est ça. J'avais la déception d'avoir perdu ce vote, Est-ce mais que tu te sentais en territoire étranger quasiment quand tu es arrivé en Ontario? bien, il faut dire que le français n'avait pas la reconnaissance qu'il a aujourd'hui. Et puis, c'est sûr que j'avais un peu une rancune envers les anglophones, là, je dois l'avouer. Et vraiment, je trouve encore aujourd'hui qu'il y a une incompréhension terrible de la part du Canada anglais de la place que les francophones ont eue dans la création du Canada et que les francophones ont des droits en tant que peuple fondateur du Canada Mais oui. qui sont souvent bafoués par les anglophones, pas toujours avec mépris, mais plutôt par méconnaissance Ouais. de notre histoire. Ouais. Ouais. Et là, tu Et, parles plus généralement de tous les francophones du Canada, qu'ils soient québécois ou Oui. d'autres provinces. Et puis, bien, c'est ça. Dans mes études, je me suis impliqué beaucoup dans les organismes jeunesse au Centre francophone, dans le journal étudiant. Et c'est ça. C'était une époque vraiment intéressante parce que, bon, c'était le début du Macintosh, l'ordinateur. Je me rappellerai toujours, j'ai suivi un cours d'ordinateur à Glendon et on avait, l'association étudiante avait mis sur pied un centre d'informatique avec 6 Macintosh Plus, qui n'étaient pas des gros ordinateurs, mais qui étaient très utilisés par les étudiants. Et ça a été une époque vraiment super excitante de découverte. Oui, du point de vue technologique. Oui, Ouais. de nouvelles technologies et aussi parce que j'étais intéressé par l'aspect communication. Bon, je faisais de la photo pour le journal étudiant. J'ai créé un club de photo et vraiment, c'était très excitant comme période, les années 80. Et c'est aussi au moment où, au niveau politique ici, ça a changé beaucoup. Oui, oui. De quoi est-ce que tu es le plus nostalgique, si on peut dire, de ta province d'origine lorsque tu penses au Québec? Est-ce qu'il existe des éléments de ta culture qui te manquent? Bien, c'est sûr que il y a un côté un peu batailleur chez moi. Et je pense que ça vient de mes origines. Mon ancêtre était membre du régiment de Carignan, qui est venu ici avec Jacques Cartier, ou à la suite de Jacques Cartier, pour vraiment défendre à ce moment-là le Haut-Canada, qui était le Québec contre l'invasion des Américains. Oui, donc tu dis que tu as pu remonter ton arbre généalogique jusqu'à Jacques Cartier. Oui, oui, oui. Formidable.
Oui, ben c'est ça. Alors, c'est très excitant parce que on sait que 80% des francophones du Québec ont des origines en France et beaucoup auprès de membres du régiment de Carignan qui a vraiment été une grande émigration de francophones ici au Et Canada. on parle de quelle région en France à l'origine? Ce serait Alors, la là, là, région, la je région de prends un peu Nantes de cours. peut-être? Je sais que mon ancêtre était de la région de Paris, D'accord, d'accord. qui s'appelait Île-de-France à cette époque-là. Là. Mhm. Et dans mes ancêtres aussi, on connaît le cognac Martel Mais oui, c'est vrai. et il y a une municipalité qui s'appelle Martel aussi, alors que j'espère vraiment visiter un jour. Je te le souhaite absolument, absolument, Christian. Parle-nous un peu de la communauté québécoise ici en Ontario, ou peut-être plus pour recentrer davantage le débat à Toronto. Mhm. Aujourd'hui, il y a des francophones de tous les horizons, c'est d'ailleurs l'objet de cette émission Racine Franco, mais je crois que quand tu es arrivé, il y avait au sein de la francophonie une majorité de gens justement du Québec. Oui. Est-ce que cette communauté était structurée? Est-ce qu'il y avait déjà une association, une organisation de référence? Il y avait pas une association comme telle, mais il y avait un bal annuel Ok, qui existait à cette époque-là, qui était organisé beaucoup par des entreprises québécoises qui étaient ici. Il faut dire que à cette époque-là, je pense, parce que j'ai étudié beaucoup les données du recensement de 1981 et il y avait pratiquement 80% hein, des francophones ici à Toronto qui provenaient du Québec. ah voilà, intéressant. Ce, 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 ce chiffre a baissé au fil des années. Là. Maintenant, ça doit être un peu moins que 50%. Mais c'était très intéressant parce que à un certain moment donné, j'ai été très très intéressé par les statistiques et puis on suivait beaucoup les données du recensement là-dessus et on s'apercevait que euh, la majorité des francophones mariaient quelqu'un d'une autre culture. Alors beaucoup d'anglophones, mais aussi ça pouvait être des Mexicains ou des Sud-Américains et puis ou des gens, des Espagnols Oui. et de toutes sortes d'origines. Alors, il y a eu beaucoup de batailles pour les écoles francophones et il y a une chose qui m'a toujours peiné, c'est que parce que, un peu comme moi et la majorité des Québécois qui débarquent ici, soit parce qu'ils ont été mutés par leur compagnie Ouais, des au raisons Québec, ou professionnelles. soit qu'ils ne trouvaient pas de place ou d'emploi satisfaisant au Québec, sont venus ici et envoient leurs enfants dans les écoles d'immersion. euh, en pensant que c'était la bonne chose à faire. Et les gens ne réalisent pas que en faisant ceci, ils donnent leur taxe scolaire au conseil scolaire anglophone Anglophone. plutôt que de le donner au Eh conseil oui, scolaire tu francophone. as raison. Ouais. Et les conseils scolaires francophones, la preuve est faite depuis plusieurs années qu'on construit des écoles pour 300, 400 personnes et après 3 ans, on déborde Ah oui, les espaces et on doit rajouter des classes portatives. Alors, si tous les Québécois qui déménagent ici envoyaient leurs enfants dans les écoles francophones, on n'aurait sûrement pas autant de problèmes de financement, mais aussi on aurait des meilleures écoles, je pense.
Et que les Québécois ou les autres francophones se rassurent, les enfants apprennent quand même à parler l'anglais également. Oui, On en voit à l'épreuve tous les jours, ici même, oui, dans ces les locaux. gens ne réalisent pas que les enfants qui graduent du secondaire graduent d'un certificat bilingue et non d'un certificat seulement qu'en Mhm, français. mhm. Alors, ça veut dire qu'ils sont aussi bons en anglais qu'en français. Alors, Est-ce que tu as quelques mots à dire sur ton parcours d'intégration, maintenant lointain bien sûr, mais est-ce que tu te rappelles de certains défis que tu as pu rencontrer lorsque tu es arrivé en Ontario et comment est-ce que tu les as surmontés? Ça pour donner peut-être une vue d'ensemble et quelques conseils pratiques pour des auditeurs qui nous écoutent. oui, ben, c'est sûr que moi, quand je suis arrivé à Toronto, je me suis intégré assez rapidement parce que j'ai décidé de faire du bénévolat dans des organismes francophones. Ouais. Alors, ça a commencé avec Direction Jeunesse, qui était un organisme de jeunes, et ça a continué avec une participation au conseil d'administration du COFTEM, qui est l'ancêtre du Centre francophone. Hmm. Et parce que le COFTEM, à cette époque, était le conseil des organismes francophones du Toronto métropolitain, alors tous les organismes francophones faisaient partie du COFTEM. Alors, D'accord. il y avait des scouts, il y avait des organismes de femmes, il y avait le Club Richelieu, il y avait l'ACFO, il y avait les groupes d'alphabétisation, Hmm. il y avait Est-ce que le bureau du Québec était déjà là? le bureau du Québec était déjà à Toronto. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on on a fêté un anniversaire important il y Oui, a on pas a très fêté longtemps. 50 ans, alors Ouais. c'est comme ça fait longtemps qu'ils sont ici, mais je me rappelle la première fois que j'ai participé à une rencontre organisée par le Bureau du Québec pour à l'occasion de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. J'étais vraiment surpris de voir que il y avait plus de personnes qui travaillaient au Bureau du Québec pour aider les entreprises anglophones qui avaient des opérations au Québec Ouais, à ouais. remplir leurs impôts. Alors, il y avait beaucoup de comptables et de conseillers financiers que de personnel euh, qui administrait les subventions pour les différents programmes francophones qui sont offerts aux organismes franco-canadiens par le Québec. Alors, ça m'avait surpris beaucoup. Alors, tu as déjà cité plusieurs organismes. Est-ce qu'il y a des organismes qui te viennent à l'esprit en particulier qui t'auraient aidé justement à t'intégrer? Tu as parlé de faire du bénévolat, c'est toujours un bon conseil pour les gens qui Oui, arrivent. bien, c'est sûr que l'organisme qui m'a vraiment intégré le plus, ça a été le Club Richelieu de Toronto, Oui. qui militait beaucoup pour offrir des activités, des subventions pour les écoles francophones. Alors, de cette façon-là, je connaissais et toutes les écoles francophones et aussi les principaux acteurs qui militaient au niveau des écoles. Ensuite, quand mes enfants ont commencé à aller à l'école, je me suis impliqué avec le conseil de parents de mon école, Oui. ou de l'école de mes enfants. Oui. Et ça a été une expérience vraiment magnifique aussi parce que on a réussi à aller chercher une subvention auprès de la ville de Toronto pour réaménager la cour de l'école et installer un terrain de soccer qui existe encore aujourd'hui. Alors, Ouais, c'était quelle école? On parle de quelle... Georges-Étienne Cartier, Ah oui, très bien. qui est Coxwell et Gérard. Mhm. Et par la suite, bien, au niveau politique, parce que j'étais employé au gouvernement de l'Ontario dans les services en français, bien là, c'est sûr que l'ACFO Toronto, à un certain moment donné, j'ai milité. Je suis toujours membre de la Société d'histoire de Toronto Oui. qui
qui a publié un livre super intéressant pour les gens qui veulent connaître l'histoire de Toronto, de la célébration du centenaire de la paroisse du Sacré-Cœur, qui a fêté son 100e anniversaire en 1987, je crois. Et dans ce livre, on voit vraiment l'importance des entreprises francophones au fil des années. Il y a eu une manufacture de bicyclettes qui a été très, très populaire. Il y a une station de métro ici qui porte le nom d'un Français qui faisait de l'import-export avec les Américains. Et, oui, quelle station? Saint-Georges. Saint-Georges, la station Saint-Georges, c'est un francophone qui était un marchand, qui a eu beaucoup d'influence sur la construction de la ville parce qu'il fournissait des matériaux de construction et tout ça. Alors, c'est sûr que faire partie de la Société d'histoire, tu apprends beaucoup sur l'histoire et l'implication des francophones ici à Toronto. Et moi, j'étais assez chanceux, comme j'ai déjà expliqué, que lorsque le gouvernement de l'Ontario a mis en place une loi pour les services en français et qu'on cherchait beaucoup de personnel, j'ai eu l'occasion de participer pendant 20 ans à l'élaboration des services en français au gouvernement de l'Ontario. Alors, on va terminer sur cette première partie introductive, si tu veux bien, avec juste une ou deux petites questions, puisqu'il s'agit de Racine Franco sur favoriser une intégration réussie sans perdre son identité, sans perdre ses racines, sans oublier d'où l'on vient. Est-ce que tu aurais quelques conseils pratiques pour les auditrices, les auditeurs? Et par la même occasion, on peut parler peut-être de lutter aussi contre les discriminations linguistiques en particulier. Oui, bien c'est ça, comme j'expliquais tout à l'heure, je pense que les francophones doivent réaliser qu'ils ont des droits ici en Ontario et qu'on ne devrait pas attendre pour se plaindre et formuler des plaintes auprès soit du commissaire aux services en français pour les services du gouvernement de l'Ontario. Alors, apprendre à faire valoir ses droits, ça passe comment? Toi, je sais que tu n'hésites pas justement à déposer des plaintes lorsqu'il s'agit de faire valoir ses droits en français, mais pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas comment on s'y prend, qui n'osent pas peut-être, est-ce que tu as un conseil? C'est ça, il s'agit de faire une recherche sur Google ou sur votre navigateur favori pour trouver l'Ombudsman de l'Ontario et le commissaire aux services en français, mais aussi parce que la Ville de Toronto est désignée au niveau fédéral aussi pour recevoir des services dans les deux langues officielles. Alors, si un service du gouvernement fédéral vous semble, surtout au niveau des communications, c'est sûr que moi, j'ai étudié dans ce domaine et je sais que les communications doivent être faites dans les deux langues officielles. Alors, si je m'aperçois qu'on fait une annonce soit dans le métro, soit dans les journaux ou sur Internet, qui n'existe que dans une des deux langues officielles, alors je m'empresse de le signaler. Et puis, je pense que c'est sûr que Toronto étant si multiculturel, il y a aussi beaucoup de gens, et dans ce sens-là, c'est les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles d'immersion qui sont intéressés aussi à apprendre comment se passe la vie francophone ici à Toronto. Alors, il y a des occasions, il y a des spectacles qui sont offerts par différents organismes. Il y a maintenant l'Université de l'Ontario français qui fait des présentations régulièrement. Il y a nos deux collèges francophones qui, eux aussi, offrent toutes sortes de services et
d'ateliers en français. Alors faut faire un effort pour essayer de trouver ces organismes, mais aussi de s'abonner, par exemple, aux infolettres de grandtoronto.ca et Choc FM pour en connaître davantage sur toutes les activités. Alors, l'idée, c'est vraiment que les gens essaient de garder leur langue vivante à la maison et de participer aux activités francophones le plus possible parce que sans la participation des gens, ces organismes vont perdre leur subvention et leur prestige auprès des organismes subventionneurs. Absolument, merci pour les bons conseils, merci pour cette présentation avec des anecdotes et un petit peu d'histoire, mon cher Christian Martel. On continue dans cette émission Racine Franco avec cette deuxième partie qui est consacrée davantage justement à tes racines. La province du Québec est riche, on le sait, d'une culture qui lui est propre. On va, à travers tes propres références, aller te poser quelques questions et on commence tout de suite avec un peu de cinéma pour savoir qui, à tes yeux, représenterait peut-être, alors dans l'histoire ou aujourd'hui, l'acteur ou l'actrice la plus connue, ou si c'est pas la plus connue, en tout cas ton acteur ou ton actrice favorite. Bien, je peux pas ne pas mentionner Michel Côté et son film qui a passé justement récemment à la télévision, Cruising Bar. Michel Côté a fait carrière à Montréal au début des années 70 en créant un spectacle qui s'appelait Brou, où c'est hilarant, vraiment. Je pense qu'on peut maintenant en trouver sur YouTube des copies Des extraits, où trois jeunes travailleurs se rencontrent dans un bar et discutent de toutes sortes de choses. Et c'est vraiment drôle. Michel Côté a joué dans des pièces de théâtre et dans plusieurs films québécois. Mais son film Cruising Bar, qui est à ma mémoire le plus drôle de tous les films québécois, où il incarne quatre différents types de Québécois. Lui-même joue 4 personnages. Il joue les 4 personnages. Alors c'est assez impressionnant de voir son changement de physionomie. C'est sûr que il y a quelques accessoires qui sont ajoutés aux dents et à la chevelure, mais je pense qu'il a trouvé avec son réalisateur 4 types de personnes qui représentent bien son époque. Alors les années 70, il faut comprendre que on venait d'avoir la révolution au Québec où les écoles ont changé n'étaient plus administrées par l'Église et sont devenues publiques. Et aussi, de plus en plus, les gens délaissaient la religion et étaient très intéressés par le sexe. Et vraiment, ce film présente une recherche de trouver une partenaire pour les principaux acteurs et un, entre autres, qui est marié, mais qui court un peu ce qu'on dit la galipote, là. Il essaie de coucher avec toutes les femmes qu'il rencontre pratiquement. Alors, mais ce film-là représente vraiment l'image que je me fais de l'humour québécois.
Alors, Cruising Bar, voilà un film culte que je ne connaissais pas, que tu nous as donné envie de découvrir. Merci, mon cher Christian. Passons au volet musical. Puis je sais que tu as amené dans ta sacoche quelques disques et même à nous montrer quel est ou quels sont, alors, puisque je pense qu'il y en a plusieurs, tes chanteurs, tes groupes de référence favoris du Québec. Mais c'est sûr que selon les époques, il y a eu différents groupes là. Quand j'étais adolescent, c'est sûr que tout le monde connaît Beau Dommage, Ouais. qui vraiment ont marqué vraiment tous les Québécois. Mais je dois dire que depuis que je suis arrivé ici en Ontario, euh, un des premiers spectacles qui avait été organisé au Collège London, c'était avec un jeune chanteur, Luc de la Rochelière, Ah oui. qui est encore un de mes favoris aujourd'hui. Euh, et ce qui est un peu anecdotique, c'est que maintenant, il est en couple avec une franco-ontarienne de la région de London. Alors, C'est ce qui me semblait, j'allais dire, mais est-ce qu'il ne vit pas même en Ontario, le Taylor oui, Swift? ben c'est ça. C'est un peu bizarre que ce Québécois a fait un petit peu un parcours qui ressemble un peu au mien, là, dans le sens que maintenant il vit. Plus récemment, il y a un groupe originaire de ma région qui s'appelle Les Deux Frères. Ah oui, je les aime beaucoup également. Ouais. Qui vraiment représente le genre de musique qui a fait partie de ma jeunesse, mais que j'aime encore beaucoup. Oui, ouais, mélange avec des influences un peu traditionnelles, du folk. Ouais. Il y a un autre chanteur qui est dans un autre registre, là, qui vient de ma région aussi, Mario Pelchat. Qui lui, mettons, est plutôt lyrique et dans les ballades, mais qui a fait vraiment une carrière artistique formidable. Maintenant, il est rendu producteur, il a été juge à La Voix, à TVA récemment. Alors, c'est comme vraiment le genre de musique que j'aime aussi beaucoup. Alors, les racines culturelles, c'est aussi la gastronomie. Est-ce que tu veux nous parler d'un plat typique de la province du Québec? Oui, alors chaque région chaque région du Québec a un peu un plat formidable qui les représente. Et les Québécois sont gourmands. Oui, alors ça, il n'y a aucun doute là-dessus, on aime manger. Le plat typique de ma région, c'est ce qu'on appelle la tourtière du lac Saint-Jean. J'adore. Alors, à l'origine, la tourtière était faite avec un oiseau qui s'appelait la tourte, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on l'a chassé trop. Ah oui, ça je savais pas. Et il a disparu. D'accord. Alors, il y a des variations dans la région de la Gaspésie. On fait plutôt un genre de cipaille qui est différent de la tourtière du lac Saint-Jean. Mais la tourtière du lac Saint-Jean, c'est une pâte avec beaucoup de patates et de viande qu'on fait macérer un peu dans le vin rouge. Quel type de viande c'est maintenant alors? Alors, c'est un mélange de viande. Alors, pour les gens de ma région qui font de la chasse, ça peut être de l'orignal, ça peut être du chevreuil, ça peut ça peut être du lapin, du lièvre ou du canard. Je veux dire, on peut mettre un peu n'importe quelle viande. C'est sûr que c'est facile de le faire avec bœuf et veau, porc et bœuf. Il y a un peu de toutes sortes de variations. Et je crois que tu es même venu avec un livre de référence de cuisine. Si tu veux bien nous le partager, ça pourrait intéresser certainement ceux et celles comme moi qui sont amoureux de la gastronomie. S'il y a des gens qui sont vraiment intéressés à connaître plus sur les recettes québécoises, les recettes des fermières du Québec, les fermières, c'est
C'est un regroupement de dames euh, qui ont perpétué un peu les recettes traditionnelles et la façon de coudre et de faire ce qu'on appelle des catalogues, Ouais. qui étaient de réutiliser des vêtements pour créer des grandes couvertures. Les fermières du Québec ont publié plusieurs livres. Il y a des livres encore qui sont plus récents, euh, qui offrent aussi toutes sortes de recettes qui peuvent être faites au micro-ondes encore plus facilement. Le livre que moi je présente, c'est plus traditionnel. Alors, c'est surtout fait à la cuisinière. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a des boissons, alcoolisées ou non, qui font référence Excusez. au Québec? Est-ce qu'il y a une boisson nationale, j'allais dire? Alors, si vous allez faire le tour du lac Saint-Jean comme touriste, vous allez le menu traditionnel, ça sera une soupe aux pois ou une soupe aux gourganes. Mhm. Alors, une gourgane, c'est une espèce de grosse fève Ah oui, oui, c'est qui ça. pousse beaucoup dans la région. Ouais, ouais. Et la tourtière du lac Saint-Jean comme plat principal. Et pour terminer, euh, une tarte au bleuet, Mm. parce que ma région est connue pour être un des producteurs les plus importants de bleuets sauvages au Canada. Le village d'où je viens possède une usine de congélation de bleuets qui présente aujourd'hui des standards internationaux Ouais. ISO 9001 et qui fournit à plein de grossistes partout au Canada et ailleurs des bleuets. Alors, c'est sûr que c'est la façon traditionnelle. Et il y a aussi des boissons qui sont faites grâce au Au bleuet. bleuet, ouais. Alors, pendant longtemps, on a eu un vin de bleuet, mais la compagnie qui le fabriquait a cessé ses activités à cause de la COVID, alors Mhm. malheureusement. Mais on trouve encore aujourd'hui certaines boissons qui sont faites par des, euh, euh, des marchands locaux. Ouais, ouais. Le Euh, vin de bleuet, j'avoue que j'avais déjà eu l'idée, mais j'ai jamais eu l'occasion de Mhm. goûter. Ce serait intéressant. Oui. Si on continue dans tes racines, bah, tu as parlé beaucoup de la région du lac Saint-Jean. Justement, j'imagine que bah, c'est l'endroit que tu voudrais faire visiter à quelqu'un qui vient au Québec. Est-ce qu'il y a un site particulier qui te vient en tête? Oui, bien sûr, mon grand-père, parce que la région est connue pour les moulins de pâte et papier, c'est un village, on dit un village fantôme, mais c'est un village qui a dû fermer euh, en 1925, après toutes le crash économique que les États-Unis Ouais. et le Canada ont vécu à ce moment-là. Mhm. Et mon grand-père travaillait au barrage et au moulin de pâte. On faisait de la pâte pour les journaux comme le New York Times. Ah, vraiment? Ah oui, alors on déchiquetait les billes de bois pour en faire une pâte qui servait à faire le papier journal. Ouais, d'accord, d'accord. Et ma mère a grandi une partie de sa jeunesse dans le village de Val-Jalbert. Et il y a une double connotation pour moi parce que aussi j'ai un oncle du côté de mon père qui possédait un magasin général sur la même route pour aller à Val-Jalbert,
qui n'existe plus aujourd'hui, ce magasin, mais où j'ai encore des ancêtres qui demeurent dans ce coin de la région. Alors, c'est un endroit qu'il faut absolument visiter. Et pour les adeptes de bicyclette, on peut même faire le tour du lac Saint-Jean sur la véloroute des Bleuets qu'on appelle. Alors, la véloroute passe juste à côté de Val-Jalbert, entre les villes de Saint-Prime et Roberval. Alors, c'est comme c'est une occasion en or. Et on peut même louer des chambres dans l'ancienne auberge qui a été rénovée et réaménagée pour recevoir du monde. Il y a un terrain de camping juste à côté aussi. Alors, c'est comme... la chute est très impressionnante. Et c'est un endroit pittoresque. Excellentes idées d'excursion pour nos auditrices et nos auditeurs. Merci Christian. On passe brièvement à une expression qui te viendrait à l'esprit lorsque l'on parle de ta région d'origine. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Est-ce qu'il y a une expression, un mot typique, une expression typique? Ah oui, bien sûr. Les gens de mon coin de pays utilisent une vieille expression française. Alors, au lieu de dire pourquoi, ils vont dire à cause. À cause tu dis ça, à cause tu fais ça, à cause tu fais telle chose. Et une autre expression aussi qui est très drôle, qu'on dit souvent lorsque quelqu'un fait un peu le clown, on dit arrête de faire simple. Alors, c'est pas simple, mais simple. D'accord, une expression orale. De faire simple. J'ai jamais entendu celle-là. C'est une expression vraiment typique de mon coin. Voilà, on pourra essayer de la replacer peut-être quelque part. Et on pourra en tout cas identifier quelqu'un du lac Saint-Jean si on entend cette expression. Oui. On termine sur ces questions générales, sur tes racines franco, avec une image, un stéréotype peut-être que les gens de ta région portent avec eux. Est-ce que tu as conscience de quelque chose comme ça? Bien, c'est sûr que l'expression pour tous les gens du lac Saint-Jean, on dit que les gens ont le ventre bleu en venant des Bleuets. Mais une autre expression qui est plutôt un sobriquet qui était utilisé lorsque on jouait à la balle molle entre municipalités et qui avait un peu un petit esprit de compétition. Oui. Alors, parce que le village d'où je venais possédait un abattoir et une entreprise agroalimentaire importante, on nous avait donné le sobriquet de croton. Alors, les crotons, qui est un mélange de porc et d'épices qu'on met souvent sur les rôtis le matin, étaient fabriqués dans mon village et les gens des autres villages souvent nous appelaient toi, t'es un croton parce que tu viens de Saint-Bruno. C'était trop bon, les crotons. Alors, on finit avec la petite partie de quiz, si tu veux bien, puis tu réponds avec tes connaissances. Il n'y a pas de piège, mais est-ce que tu sais combien il y a d'heures de vol entre Toronto et l'aéroport le plus proche de Oui, alors l'aéroport le plus proche, c'est Bagotville. Alors, Bagotville, c'est aussi un aéroport qui abrite les CF-15 de l'armée canadienne et qui sont supposés de surveiller le nord pour pas que les Russes nous attaquent. Oui, c'est une actualité. Alors, il y a pas de vol direct entre Toronto et Bagotville, mais on peut faire un vol Toronto-Québec qui prend 2 ou 3 heures.
et une autre heure supplémentaire pour se rendre à Bagotville. Alors c'est au moins 4 heures, mais avec le changement et tout ça, ça peut aller jusqu'à 5 heures de vol. Est-ce qu'il existe un ou des dialectes, un patois peut-être au Québec et plus généralement dans ta région? Bien, toutes les régions du Québec possèdent beaucoup de régionalisme. Et je me rappellerai toujours une anecdote. À un certain moment donné, on avait embauché quelqu'un de Trois-Rivières pour venir s'occuper d'administrer l'aréna et toutes les activités de loisirs de notre municipalité. Et lui avait commencé à prendre et à faire un glossaire des expressions que lui n'avait jamais entendues, qui étaient vraiment typiques de la région. Alors, il y a aussi des accents différents, il me semble. Oui, bien, c'est sûr que les gens du Lac-Saint-Jean, d'habitude, parlent très, très vite. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est typique aussi de la région. Mais tu vois, parce qu'on est aussi associé avec la région du Saguenay, alors c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors il y a quelques différences entre les gens qui viennent du Saguenay et ceux du Lac-Saint-Jean, et même à l'intérieur du Lac-Saint-Jean, ceux qui vivent dans le haut du lac comparé à ceux qui vivent dans le sud du lac, on a des variations qui, quelquefois, sont assez faciles à identifier pour les gens de la place. Pour les gens de là-bas, oui. Mais c'est difficile d'expliquer. Est-ce qu'il existe un habit et une danse traditionnelle? Alors, l'habit, je pense que, comme tous les régions nordiques du Québec, c'est les shorts l'été et l'habit de skidoo ou l'habit de motoneige pour l'hiver, qui serait le plus typique. Il n'y a pas un habit officiel, quoi. Oui, c'est ça. Surtout des bottes bien chaudes pendant l'hiver parce que il fait très, très froid. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de fourrure au Québec? Bien, à une certaine époque, comme si on parle de l'époque de mes parents, ma mère avait un manteau de vison et c'était considéré comme vraiment beaucoup de luxe. Il y avait pendant le carnaval d'hiver qui était une façon traditionnelle de célébrer un peu nos ancêtres. Les notables de la place avaient souvent un manteau de castor. Et c'est sûr que ça devient très imposant et aussi le chapeau en castor qui venait avec. Alors, ça, je me rappelle de ça dans ma jeunesse. Mais c'est sûr que ça fait partie de la tradition. C'est pas quelque chose qui... on peut le rencontrer à Québec, on peut le rencontrer en Gaspésie ou sur la Côte-Nord de la même manière. Là, quand il fait froid. C'est un peu traditionnel comme vêtement. Alors, on va terminer avec, est-ce qu'il existe un hymne québécois ou une chanson de référence, ici on a notre place? Bien, il y a une chanson sur le lac Saint-Jean et c'est, je pourrais pas te dire qui chante cette chanson-là, mais le titre c'est le Piekwa-Gami. Alors, le Piekwa-Gami, c'est le nom amérindien du lac Saint-Jean. Ah, d'accord. Et alors, c'est Piekwa-Gami, bel espace. Je me rappelle plus des paroles, ça fait trop longtemps. Enfin, une petite recherche. Mais c'est ça. Je me rappelle avoir entendu à la radio cette chanson
qui est vraiment la chanson pour la région du Lac-Saint-Jean. Et terminons avec le drapeau. On va parler plutôt du drapeau québécois, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas nécessairement pour la région. Non, il y a un drapeau aussi du Québec, mais c'est plutôt Québec et Saguenay. Alors, c'est un drapeau de 4, un peu comme le drapeau du Québec. Alors, 4 rectangles, 2 de couleur verte, 2 de couleur jaune. D'accord. Et je me rappelle plus, il y a une espèce de croix parce que, bon, le côté religieux fait souvent partie de ça, mais je me rappelle plus vraiment le sigle qu'il y a au centre, mais oui, il y a un drapeau. Parce que pour le drapeau du Québec, il y a les fleurs de lys, si je ne me trompe pas, pour le drapeau du Québec. Oui, le drapeau du Québec, c'est le fleur de lys, 4 fleurs de lys dans des carrés bleus et blancs. Bleu, ouais. Et ça représente quoi? C'est un rappel de la France? Bien, ça rappelle nos racines françaises. Alors, la fleur de lys, c'était les rois de France qui avaient cet emblème-là. Et c'est aussi un espèce de croix. Et le blanc, ça dénote souvent la neige qui fait partie de notre vie lorsqu'on demeure au Québec. Le froid qui fait partie intégrante de la beauté québécoise. Merci beaucoup Christian Martel d'avoir été mon invité pour ce Racine Franco spécial Racine Franco-québécoise aujourd'hui. Je vous rappelle que ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci beaucoup Christian. Bienvenue. Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.